Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous en travail inconnu. Alors je reviens sur ce format après quasiment un an d'absence. La dernière vidéo datant du 21 janvier 2017. Alors pourquoi autant d'absence? Tout simplement parce que je n'ai pas fait de ce type de vidéo ma priorité. Et également parce que le format vidéo justement était un réel frein pour moi. C'est pour ça qu'on va passer à partir de cet épisode-là au format podcast. Donc uniquement au format audio. Alors pardonnez-moi par avance de ce premier épisode façon de parler où j'ai encore quelques hésitations, quelques difficultés parfois à m'exprimer, mais c'est une reprise en douceur. J'espère que vous me comprendrez et j'espère que le fond va vous plaire. Donc dans ce nouvel épisode, on va dire premier épisode de 2018, j'ai eu l'honneur d'accueillir Aurélie qui nous parle de son métier de responsable de compte en intérim, qui nous parle un peu de son parcours et qui nous donne l'ensemble de ses conseils pour toutes les personnes qui, un jour, voudraient travailler en intérim. Donc, j'en dis pas plus, place à l'interview. Aujourd'hui, nous sommes avec Aurélie qui va nous faire le plaisir de nous parler de son métier dans un nouvel épisode de Rendez-vous en travail inconnu. Bonjour Aurélie. Bonjour Jérémy. Alors, avant de commencer Aurélie, qu'est-ce que tu fais comme métier ? Alors, le nom de mon poste, c'est responsable de compte. Et je travaille dans le secteur du travail temporaire. D'accord. Alors, avant de rentrer un peu plus dans les détails, j'aimerais que tu répondes à deux questions. Déjà, qu'est-ce que font tes parents ? Alors, mes parents, ils ne travaillent pas du tout dans le même secteur que moi. Donc, ma mère est secrétaire de mairie dans un petit village. Et mon père est formateur poids lourd. Effectivement, il n'y a strictement aucun rapport avec le travail temporaire en tout cas. Exactement. Ok. Et ensuite, seconde question, quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu voulais faire ? Alors, quand j'étais vraiment jeune, je voulais faire prof, comme à peu près tous mes camarades de classe. Et puis après, j'ai passé un certain nombre d'années à ne pas du tout savoir ce que je voulais faire. Et ensuite, j'ai débarqué dans le monde du travail temporaire et j'y suis restée, pour faire simple. D'accord, tu savais pas ce que tu voulais faire, donc niveau études, comment ça s'est passé ? Comment tu t'es orienté, sachant pas ce que tu voulais faire plus tard ? Alors, j'étais partie sur un bac ES, donc économique et social, parce que c'était des sujets qui m'intéressaient, comme on peut être intéressé quand on a 17 ans, donc histoire de savoir un petit peu comment ça se passe, culture générale. Et comme je savais vraiment pas vers quoi m'orienter, je suis restée vers des études qui étaient généralistes, puisque j'ai commencé à la fac une licence AES, donc administration économique et sociale. Donc quelque chose qui reste un peu dans la continuité de mon bac, mais qui restait surtout très généraliste. Ensuite, j'ai complètement bifurqué, parce que mes études me plaisaient, mais je me rendais compte que c'était pas du tout concret, en tout cas c'était pas ce qui m'intéressait sur le moment. J'avais l'impression que j'apprenais pas un métier. Donc du coup, je suis partie après ma première année en alternance, où là je suis partie sur un BTS assistante de gestion. En alternance, donc 3 jours par semaine en entreprise et 2 jours par semaine en cours. Et c'est là où j'ai découvert le monde du travail temporaire, puisque mon BTS en alternance s'est déroulé dans une agence d'intérim généraliste. D'accord, et depuis cette période-là, tu n'as plus quitté le travail temporaire ? Ou presque, exactement. Parce qu'après mon BTS, du coup, j'ai enchaîné avec une 3e année en licence professionnelle, où là, j'avais quand même un stage assez long que j'ai fait dans un service RH, qui m'a intéressée, mais c'est vrai qu'en sortant, vraiment, en terminant mes études après ma licence, les portes qui se sont directement ouvertes à moi, c'était dans le travail temporaire, en agence d'intérim, et donc du coup, après ça, j'ai plus quitté l'intérim. D'accord, tu veux dire que tu as fait de l'alternance durant 2 années, puis tu as repris un cycle normal, façon de parler, d'études. Alors, normal, oui et non, puisque ça restait une licence professionnelle, c'est-à-dire qu'il y avait un stage d'un peu plus de 3 mois pendant l'année. Donc, il y avait quand même une partie professionnelle qui était assez importante. Et puis, ça m'embêtait de rester sur un bac plus 2. J'avais l'impression qu'avec un bac plus 3, ça m'ouvrirait plus de portes. Honnêtement, est-ce que c'était vrai ou pas ? Je sais pas. Puisque finalement, après, c'est plus mon BTS qui m'a permis de trouver du travail rapidement. Mais bon, en termes d'ouverture d'esprit, de connaissances et puis d'expérience professionnelle, c'était toujours un plus de faire cette 3e année. D'accord, ok, et reprendre justement un rythme scolaire normal malgré ces 3 mois de stage par rapport à un rythme d'alternance, c'est pas compliqué à anticiper ?
revenir sur les bancs de l'école tout le temps, reprendre les cours réellement scolaires et quitter un peu le monde du travail pendant plusieurs mois d'affilée? Alors si, honnêtement, ça l'a été. J'avais hâte de prendre le stage. Parce qu'effectivement, que de l'école, école entre guillemets, même si c'est à la fac, c'était quand même long, mais c'était long aussi par rapport à la classe, par rapport à l'environnement. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec des gens qui avaient été en parcours uniquement scolaire avant, qui n'avaient pas du tout travaillé, et donc forcément ça crée un décalage. Et c'est là où on se rend compte que l'alternance, en tout cas moi qui prône l'alternance, ça me prouvait vraiment que l'ouverture d'esprit elle est quand même différente quand on peut travailler pendant ses études par rapport à des gens qui n'ont jamais travaillé. D'accord, plus de maturité, plus de recul, plus d'intérêt pour les matières? Oui, c'est ça. Et puis comment dire par exemple, dans les projets professionnels, plus de choses concrètes en fait qui en ressortent. Ok. Maintenant, on va venir au niveau professionnel. Donc, tu as commencé en alternance encore une fois. Tu étais sur quelle fonction en commençant? Un poste d'assistante d'agence. D'accord, et là, tu as évolué aujourd'hui jusqu'à responsable de compte, c'est ça? C'est ça, exactement. Et qu'est-ce qu'un responsable de compte? Donc, responsable de compte, c'est l'équivalent d'un poste de responsable d'agence, mais c'est le terme qu'on utilise pour les agences implantées. Alors, qu'est-ce qu'une agence implant? C'est une agence qui va être directement chez le client et qui va avoir un client unique. Dans quel cas ça se passe? Tout simplement quand le client il est très important, qu'il a recours à un volume d'intérim important, et du coup qu'il a besoin d'une agence dans ses locaux pour gérer toute sa masse salariale intérimaire. D'accord, donc un responsable d'agence normale a plusieurs clients dans plusieurs secteurs, plusieurs domaines. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'un responsable d'agence, il va piloter, manager et avoir aussi une casquette commerciale dans une agence fixe, dans une agence en ville. Alors qu'un responsable de compte, il va faire la même chose mais sans la partie développement commercial dans une agence qui est au sein même d'un client. C'est-à-dire qu'il va avoir un client unique, donc la relation commerciale va être différente par rapport à un responsable d'agence en ville. Pour les différencier, je vais appeler agence de ville et agence implant. Mais ensuite, en termes de pilotage et de recrutement, on va se retrouver sur des choses qui sont plus similaires. D'accord, sauf que toi, potentiellement, tes profils sont souvent les mêmes. Contrairement à un responsable d'agence, on va dire, normal, traditionnel, tu as des profils réellement différents sur les secteurs différents. Oui, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire qu'on va utiliser malgré tout les mêmes techniques de recrutement. On va avoir des objectifs en recrutement qui vont être définis. Par contre, au niveau des profils, forcément, on travaille pour un seul client, donc on ne va pas avoir 50 profils différents à recruter. On va plus travailler sur le volume. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, organiser des sessions de recrutement qui peuvent être de 20, 30, 40 personnes d'un seul coup. On va avoir des process de recrutement qui sont un tout petit peu plus poussés puisque ça colle vraiment aux besoins du client et à ses exigences. Donc c'est en ça que ça se distingue d'une agence de ville où ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément travailler sur des gros volumes, mais chaque profil peut être différent. D'accord, donc tu me parles de recrutement, tu me parles de management, tu parles également de commercial. Donc le commercial, c'est pas ta partie, d'après ce que j'ai pu comprendre. Disons que on n'est pas sur du commercial de prospection. On n'est pas sur un développement commercial. On ne va pas avoir un portefeuille de clients à entretenir ni à élargir. Donc on ne va pas faire de porte-à-porte, on ne va pas faire de prospection commerciale téléphonique. Voilà, toute cette partie-là, elle est inexistante pour un poste de responsable de compte. Par contre, forcément, il faut entretenir la relation commerciale avec son client. Et ça, c'est un challenge, forcément, puisqu'en plus, on est chez le client. Donc il faut à la fois respecter tout ce que veut le client, tout en gardant la ligne de son entreprise. Mm-hmm. Et puis tout en gardant en tête qu'on fait du business et qu'on n'est pas le client. Donc c'est vrai que des fois ça peut être un challenge au quotidien. Ok, donc ça c'est une partie de ton travail avec également le management. Tout à fait. Tu peux en parler un peu plus? Niveau management, tu as une équipe de combien de personnes? Qu'est-ce que tu fais? Alors, moi en l'occurrence, sur mon agence, mon client il a une activité qui est saisonnière. Il va avoir une activité très forte sur certaines périodes de l'année et sur d'autres périodes de l'année plus faibles. Donc du coup, forcément, la taille de mon équipe suit, c'est-à-dire que sur certaines périodes, je vais avoir une équipe un peu plus importante et sur d'autres périodes, on va être seulement 2 en agence.
Et donc on peut monter, donc on est 2, parfois on a une 3e personne, voire même une 4e personne qui vient en renfort. D'accord. Donc du coup, le management, ça correspond au fait de pouvoir organiser son équipe, de définir les rôles, de suivre ses collaborateurs, et puis d'intégrer aussi, puisque forcément, quand on recrute des personnes sur 3 ou 4 mois, on va prendre des personnes en CDD, qu'il va falloir pour la plupart former, et puis accompagner sur cette partie-là. Donc il y a à la fois une partie management au quotidien et une grosse partie formation des équipes. Et c'est pas compliqué justement de repartir à zéro avec des nouveaux collaborateurs tous les 2-3 mois, je sais pas? Alors oui et non, puisque effectivement il faut investir en temps de formation, ça c'est une certitude, mais en même temps ça permet aussi d'avoir des collaborateurs qui sont très impliqués et qui sont toujours désireux d'apprendre, il n'y a pas de lassitude en fait. Donc la plupart du temps, quand les gens arrivent, ils savent qu'ils sont là pour une période définie, en CDD. Et donc ils prennent cette période comme une passerelle vers autre chose pour justement enrichir leurs compétences, enfin développer leurs compétences, découvrir quelque chose de nouveau, puisque les agences implants dans l'intérim, c'est pas si fréquent, c'est-à-dire que toutes les enseignes de travail temporaire ne le font pas, tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose d'à part, c'est quelque chose de particulier, et les gens sont toujours très désireux d'apprendre. Donc à la fois oui, il faut former, mais à la fois on a des collaborateurs qui sont très investis et très motivés dans ce qu'ils font. Ok. D'accord. Donc on aura vu l'aspect commercial, plutôt suivi commercial et pas développement. L'aspect management. Maintenant passons un peu à l'aspect recrutement, qui est une très grande part de ton travail, je présume. Alors mon travail, moi non. En fait, Ok. ça ce sont mes collaboratrices en agence ou collaborateurs qui s'en occupent. Effectivement, c'est une des plus grosses parties du travail de l'agence, au sens général, puisque comme je te disais, on recrute en volume. Donc, c'est-à-dire que toutes les semaines, il y a des sessions de recrutement qui sont organisées. Il y a une partie sourcing qui est très importante. Le sourcing. Alors, le sourcing, c'est le fait de faire venir les candidats à soi. Pourquoi c'est très important et pourquoi surtout ça l'est plus qu'en agence classique? Puisque quand on est une agence implant, on n'a pas pignon sur rue. C'est-à-dire que personne ne va passer la porte de l'agence avec son CV pour chercher du boulot, puisqu'on est chez les clients. Donc en fait, le sourcing, il va s'articuler autour d'axes et de leviers qui sont un petit peu plus poussés que ce qu'on peut faire de manière générale en agence de ville, où on a les affiches en vitrine, où on a les gens qui téléphonent, qui trouvent les coordonnées sur les pages jaunes, qui vont sur le site internet et qui voient plein de métiers, qui téléphonent. Là, c'est un petit peu différent pour une agence implant. Donc on va dire que cette partie sourcing, elle est un tout petit peu plus poussée et développée, et on doit activer des leviers qui sont plus nombreux, pour la plupart, qu'en agence de ville. Donc ça va être le travail principal de ma collaboratrice en agence, ma collaboratrice permanente. D'accord, et ça passe par quoi? Par de la mise en ligne d'annonces, Alors effectivement, c'est un point très important, la mise en ligne d'annonces, puisque ça permet d'être vu tout simplement. Après, il y a toutes les recherches qu'on peut faire sur les job boards, c'est-à-dire les CV Tech. Donc là, on est encore en ligne, on est encore sur du online. Pour toutes les personnes qui ne connaissent pas, je t'interromps, une CVTech, un job board, c'est quoi? En quelques mots, c'est quoi? Alors, c'est tout simplement une plateforme où les candidats vont mettre leur CV en ligne, où les recruteurs peuvent soit mettre des annonces en ligne, soit tout simplement faire des recherches avec des mots-clés et retrouver les CV qui correspondent à leurs besoins. Pour illustrer, la plus connue, c'est tout simplement Pôle emploi. Typiquement, Pôle emploi, c'est le vivier de candidats le plus important, le plus énorme. C'est à la fois une plateforme où on peut poster des annonces, et une plateforme où on va pouvoir aller chercher des CV. Donc effectivement, Pôle emploi, c'est le meilleur exemple. Ouais. Ok, donc mais après, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, ouais. Donc ça, c'est des outils dont tu te sers, toi, ou tes équipes, plutôt au quotidien, alors? Oui, tout à fait. C'est du travail qui est quotidien ou hebdomadaire en fonction de l'activité, en fonction de la période, comme je te disais, en fonction de la période saisonnière. Et c'est du travail qui nécessite un suivi régulier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ce genre de... C'est-à-dire que ce point-là, cette mission-là précisément, ne peut pas être faite pendant une semaine tous les jours et puis après on n'y touche plus pendant 3 mois. C'est pas possible. Parce qu'en fait, le vivier, surtout pour une agence implant, où on travaille surtout avec un vivier en amont, c'est-à-dire qu'on se crée un vivier,
de 50, 60, 100 ou même 150 candidats. Un vivier, c'est quoi? C'est une réserve de candidats, donc. C'est ça, un vivier, c'est un ensemble de candidats qu'on aura contactés, qu'on aura sélectionnés, qu'on aura en fait recrutés mais en amont. Et quand le client aura ses besoins, on délèguera ces personnes-là chez le client. Des personnes en fait qui sont fiables, on sait qu'on peut les appeler s'il faut pour répondre à un besoin du client. C'est ça. Puisque le client, quand on est sur des agences implants, il ne va pas avoir besoin d'une personne par-ci, par-là. Quand il va nous solliciter, il va avoir besoin de 20 personnes, 30 personnes. Donc si on n'a pas constitué ce qu'on appelle effectivement le vivier de candidats en amont, on ne peut pas répondre aux besoins du client. Et donc c'est pour ça que je te disais que la partie sourcing et recrutement, c'est quelque chose qui se fait au quotidien, qui se fait par anticipation, pour justement permettre d'être réactif quand le client il a son activité en hausse et qu'il a besoin de nous. D'accord, tout à l'heure on parlait un peu de saisonnalité de l'activité, donc vous anticipez plusieurs mois à l'avance les hausses futures de demande? Ça se passe comment? Alors plusieurs mois en avance, c'est peut-être un petit peu beaucoup. C'est-à-dire que si on sait que la forte activité, elle va arriver pour novembre-décembre, on va commencer à activer, on va dire, notre réseau fin septembre, enfin mi-fin septembre. On va travailler vraiment fortement sur la période d'octobre pour être prêt pour début novembre. Ok. Puisque non plus, ça sert à rien de travailler trop en amont, puisque les candidats qu'on sourcerait, qu'on recruterait à un moment donné, ils ne vont pas rester disponibles pour l'entreprise pendant 6 mois. Donc ça veut dire que c'est du travail qui est perdu, puisque les gens seront partis ailleurs. Du coup, voilà, il y a en fait toujours cet arbitrage à faire entre il faut que je sois prête le moment venu, mais en même temps, il ne faut pas que je travaille pour rien, donc il ne faut pas que je travaille trop en avance. Voilà. Ok, bien sûr. Donc on a vu plusieurs aspects de ton métier, et d'autres aspects qu'on n'aurait pas vus, des tâches, des missions, des activités? Alors, du coup, en ce qui concerne mon poste précisément, moi je suis plus sur la partie pilotage de l'activité. Ok. Alors, qu'est-ce que le pilotage de l'activité? Ça va tout simplement être se fixer des objectifs pour l'agence, orienter les activités des collaborateurs en agence, c'est-à-dire, comme on le disait, donc accompagner les gens, mais aussi leur fixer des objectifs, suivre ces objectifs, et puis savoir à l'agence qui fait quoi. Et ça va être aussi gérer toute la partie statistique, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, la partie chiffres, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qu'on fait, il faut le mesurer, le suivre et être capable de le reporter à la fois à sa direction, au sein de l'entreprise, et à la fois et surtout au client. Puisque le client est très désireux de savoir ce qu'on fait, comment, quels sont les chiffres, quels sont les résultats, qu'est-ce qu'on a mis en place, sur quel délai. Et donc tout ça, il faut le suivre soit de manière quotidienne, soit de manière hebdomadaire ou mensuelle. D'accord, et toi tu gères tout ce pilotage de A à Z seul? Pour le coup, oui, Ouais. tout à fait. Ça, ça incombe vraiment au poste du responsable de compte. Ok, donc tes collaboratrices n'interviennent pas du tout dans cette facette-là du métier en tout cas. Non, Ok, non. d'accord. Au niveau des tâches, il y aurait d'autres tâches qu'on n'aurait pas encore abordées, tu penses, ou on a fait le tour un peu de tes activités principales? Alors, par rapport à mon poste, on a fait le tour. Par rapport aux missions d'une agence implant, ça va forcément plus loin, puisqu'après, il y a tout le suivi des personnes qui sont en poste. Donc la gestion des contrats, la gestion des formations, la gestion des absences, du disciplinaire. Mais du coup, ça, ce sont des choses qui sont gérées par les collaborateurs en agence. Et donc moi, je vais intervenir vraiment juste sur la partie vérifier que tout se passe bien. Je vais intervenir sur les problématiques et je vais intervenir sur la transmission des informations au client. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je suis le point de contact entre le client et l'agence. Ok. Petit aparté, le milieu de l'intérim, c'est un milieu que je connais plus ou moins. On dit souvent qu'il y a un aspect social très développé par rapport à l'humain. C'est le cas ou pas? Alors, c'est difficile comme question parce que à la fois, on n'est pas Pôle emploi, on n'est pas non plus des organismes tels que les missions locales ou voilà, des organismes qui ont plus vocation à travailler sur l'aspect social.
Vous n'êtes pas dans l'accompagnement au quotidien, dans les démarches personnelles ou autres. Voilà, on C'est a ça quand que tu même veux dire, en tout cas. on a un objectif d'entreprise, de chiffre d'affaires, on a un objectif vis-à-vis du client, on a des objectifs qui sont très business entre guillemets, mais forcément on travaille avec de l'humain et forcément en tant qu'employeur on a un certain rôle social, mais qui va être plus dans la transmission d'informations que dans la solution des problèmes. C'est-à-dire que on est chez le client, donc en plus nos intérimaires, on les connaît très bien, on les voit tous les jours ou presque, puisque on va les voir sur leur poste de travail, on les voit le matin quand ils arrivent ou le soir quand ils repartent. Donc forcément, il y a quand même une proximité qui est là, et ils sont très demandeurs de conseils et d'informations sur de nombreux points. Donc forcément, on est là pour les accompagner. Par exemple, un intérimaire qui va se retrouver en difficulté financière, qui va se retrouver en difficulté parfois familiale, on va être là pour lui dire voilà ce qui existe et voilà comment moi je peux t'aider. Mais on va pas lui résoudre ses problèmes. Ça se limite vraiment à des conseils et pas à un accompagnement réel. Voilà, exactement. Ok, ça marche. Dans ton métier, tu me parles beaucoup d'activités, beaucoup de tâches différentes. Est-ce que tu as, on va dire, des journées types ou pas du tout? Non, on peut pas vraiment dire qu'il y a des journées types. On va dire que l'activité, elle s'échelonne plus sur une semaine. C'est-à-dire qu'on peut presque avoir une semaine type où on sait ce qu'on doit faire dans une semaine. Mais à la journée, ça bouge tout le temps. Ce sont vraiment des métiers, que ce soit le mien ou celle des collaborateurs en agence. Ce sont des métiers où on passe souvent du coq à l'âne. On va souvent être amené à gérer et traiter des urgences. On va être sollicité à droite, à gauche, par le client, par notre hiérarchie, par les intérimaires, par le quotidien en fait de l'agence. On peut très vite être happé par ça. Du coup, d'avoir une journée type, c'est très compliqué. Par contre, sur une semaine, on sait qu'on doit faire ça. Et il faut que ce soit fait dans la semaine. Parce que l'intérim, c'est réellement un métier d'urgence au final. C'est le client qui appelle, il me faut 20 personnes, ou il faut en arrêter 20, l'intérimaire qui ne se présente pas au travail. Voilà, exactement. Ça, c'est sûr que j'imagine, comparé avec un service RH lambda, l'intérim, c'est un monde où on arrive le matin, on ne sait jamais ce qui va se passer. Et t'aimes ça justement, t'as cette notion de flou, façon de parler du quotidien qui change tout le temps, d'urgence, de réactivité? Oui, déjà parce que je connais presque que ça, du coup, de par C'est mon sûr. parcours. Donc c'est quelque chose auquel on s'habitue. C'est quelque chose qui est très stimulant, puisqu'on voit jamais les journées passer. Et puis on a un sentiment d'accomplissement par rapport à ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que on va toujours gérer des urgences, des problèmes ou mettre en place des choses. Mais ce sont rarement des choses qui vont mettre 18 mois à se mettre en place. Alors bien sûr j'exagère, mais disons qu'on va mettre des choses en place sur une semaine, 2 semaines, 2 mois. Donc du coup, on a sans cesse ce sentiment de ça c'est fait, sur quoi je peux repartir. Donc c'est vrai que pour les gens qui seraient intéressés d'avoir des métiers qui bougent beaucoup, qui sont très stimulants intellectuellement et qui sont jamais, il n'y a jamais 2 jours pareils, c'est juste génial quoi. Parce qu'en plus on apprend toujours des nouvelles choses. On rencontre énormément de personnes et de personnes différentes. Donc c'est vraiment un métier qui est très enrichissant. Et c'est un secteur même au sens large qui est très intéressant. Ok, donc c'est un métier qui est très enrichissant, t'apprends beaucoup de choses, mais forcément il y a une facette négative, je pense, des choses plus compliquées, des frustrations ou autres. Alors oui, effectivement, c'est pas le monde des bisounours. C'est un métier qui est très enrichissant, mais il y a forcément un côté qui peut être frustrant comme tu dis, ou qui peut être parfois compliqué à gérer. Alors déjà, on va dire que le revers de la médaille d'avoir des journées qui bougent énormément, qui sont très dynamiques, qui sont jamais les mêmes, c'est qu'on sait quand on arrive, on sait pas forcément quand on repart. C'est-à-dire que c'est pas un métier où on va pointer et si on termine à 18h, à 18h01, on est dehors. Donc c'est vrai que c'est un métier qui demande de l'investissement. Ça ne veut pas dire qu'on fait 60 heures semaine, bien sûr, mais ça veut dire que si le client il a un besoin à 6h, à 18h moins 5, eh ben, on ne va pas lui dire on verra ça la semaine prochaine. On s'occupe de son client. Donc c'est vrai qu'il faut quand même avoir cette notion, cette disponibilité, cette flexibilité, voilà c'est le mot que je cherchais, cette flexibilité
vis-à-vis du client et puis aussi vis-à-vis des intérimaires. Et donc, vraiment ce sentiment de se dire, je m'investis à 3000% dans ce que je fais. Ok, d'accord. D'autres facettes peut-être négatives ou il y a vraiment uniquement cet aspect de disponibilité, façon de Après, il parler faut savoir gérer la pression. Alors, est-ce que c'est négatif ou pas? Ça dépend des gens, en fait. Ça dépend des personnes, de la manière dont elles vivent les choses. Mais il faut savoir gérer la pression, puisque le client va mettre de la pression, mais les intérimaires mettent aussi de la pression. Au final, eux aussi, ils ont leurs exigences et ils imposent aussi des contraintes vis-à-vis de l'agence. Moi, par rapport à mon poste, forcément, j'ai aussi des comptes à rendre au niveau de ma hiérarchie. Donc, il y a de la pression un petit peu de partout. Et comme on le disait tout à l'heure, on travaille dans l'urgence. Donc, il faut quand même avoir... avoir les épaules pour ça, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, il faut être capable de prendre du recul, de gérer la pression, de s'organiser et de gérer les priorités. Et ça, quand on a du mal, quand on débute, quand on est des fois un peu plus jeune, c'est pas forcément évident. Donc ça peut être un côté qui fait peur, mais pour les gens qui seraient intéressés par ce métier-là, c'est quelque chose qui est très enrichissant vis-à-vis de la vie personnelle aussi. Puisque quand on arrive à le faire au niveau pro, on arrive beaucoup plus à le faire au niveau perso. Et c'est là où on se sent grandir en fait. Ok, ça paraît de faire une transition toute trouvée. Justement, je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qui voudraient faire un métier comme le tien, ou éventuellement travailler en intérim, je ne sais pas précisément. Quels sont tes conseils pour atteindre ton métier ou pour évoluer dans le domaine de l'intérim? Qu'est-ce que tu te conseillerais à une personne de faire ou quel comportement elle devrait adopter ou quelles compétences elle devrait avoir? Alors, pour accéder au poste de responsable d'agence, je pense que dans 80% des cas, il faut passer par un poste de chargé de recrutement ou de commercial ou de chargé de clientèle en agence. C'est vrai que c'est l'évolution assez classique. C'est-à-dire qu'on commence déjà en agence, sur un poste soit de commercial, soit de recrutement, et après on évolue parce que du coup on connaît le métier, on connaît les exigences, et du coup il n'y a que la partie, entre guillemets, la partie management et la partie pilotage qui varie. Maintenant, pour travailler dans l'intérim, les qualités premières, c'est la polyvalence, l'investissement, savoir gérer les priorités et savoir travailler dans l'urgence. Je pense que ce sont vraiment les quatre qualités personnelles les plus importantes. Après, en termes de compétences, il faut avoir quelques notions de droit du travail. Mais en même temps, quand on débute en agence d'intérim, il y a la plupart du temps des formations. Donc c'est pas non plus quelque chose qui est forcément très bloquant. C'est-à-dire qu'on peut démarrer dans l'intérim même en ayant un parcours qui est assez différent. Par contre, il faut avoir un bon sens humain. C'est-à-dire quand on fait du recrutement, par exemple, il faut savoir discerner. Les gens être bons en fait en recrutement, savoir mener des entretiens, savoir utiliser les outils de recrutement. Il y a des formations également Alors il y a des formations, mais on va dire qu'il y a quand même quelque chose qui est assez personnel à chacun, assez inné. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en entretien n'arriveront jamais à percevoir ce qu'il faut chez le candidat. Et d'autres pour qui c'est naturel. Donc ça, malheureusement, voilà, ce sera en fonction de chacun. Après, pour plus précisément sur mon poste, effectivement, il faut avoir envie de manager des personnes, ce qui n'est pas forcément évident. Il faut aimer la partie formation, donc avoir quand même un peu de pédagogie, un minimum. Enfin, en tout cas, je pense que pour être un bon manager, il faut être capable d'accompagner ses collaborateurs, il faut être capable de les motiver, et il faut être capable de faire sans cesse faire sans cesse le lien entre ce qui se passe à l'agence, les clients et l'entreprise dans laquelle on travaille. Avoir une vision globale en fait de tous les éléments. C'est ça, exactement. Ok, d'accord. Est-ce que tu conseilles une formation en particulier? On a vu que tout le monde peut rentrer dans l'intérim, il n'y a pas forcément de formation à avoir, mais est-ce que quand même des formations seraient plus intéressantes en termes de compétences à développer, en termes d'employabilité? Une formation commerciale, une formation RH plutôt, je sais pas. Alors, pour les postes de chargé de clientèle, les postes de commerciaux, on va dire que peu importe le secteur dans lequel la personne était commerciale avant, les compétences sont transposables. Pour les postes en agence de chargé de recrutement,
c'est toujours un plus d'avoir une formation en RH, puisqu'il y a quand même des connaissances qui sont là et qui forment une base pour ensuite travailler plus efficacement et s'adapter très facilement au poste. Mais c'est honnêtement une personne qui vient d'un tout autre secteur, qui aurait travaillé, je sais pas moi, qui aurait travaillé dans l'immobilier, qui aurait travaillé dans la formation par exemple, pourrait tout à fait s'adapter en agence travail temporaire. Pour un poste de responsable, moi par exemple j'ai fait, dans le cours de mes études, j'ai pas fait une formation RH et pourtant ça m'a jamais posé de problème pour avancer. Et ensuite, ce que je peux peut-être ajouter, c'est qu'il y a des écoles spécifiques pour justement apprendre le travail de l'intérim. Donc ça doit être en BTS ou ça doit peut-être même aller jusqu'à la licence, j'ai plus tout à fait en tête, où vraiment ce sont des agents, c'est une école qui permet directement en sortant de travailler dans l'intérim. Ok, donc on a vu ensemble qu'il n'y a pas forcément de formation type à avoir, qu'on peut clairement s'adapter, c'est plus la personnalité en fait de la personne qui fait qu'elle pourra ou non travailler en intérim, c'est bien ça. Par contre, est-ce qu'il y a un niveau d'études quand même minimum à avoir? Un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 4? Ou même une personne qui sort qui n'a pas de diplôme, mais qui a un peu d'expérience, peut quand même prétendre à un poste dans le secteur de l'intérim. Pas forcément ton niveau de poste, moins un poste d'entrée, on va dire, en intérim. Alors sur des postes vraiment de renfort administratif, ça peut s'envisager, à condition que la personne ait quand même de l'expérience en administratif. C'est vraiment indispensable parce qu'il faut une grosse rigueur. Quand même, on travaille, on traite des contrats de travail, on s'occupe de la paye des intérimaires, donc il faut une grosse rigueur administrative. Après, effectivement, pour évoluer sur un poste de responsable, je pense qu'un bac plus 2, c'est presque un peu juste. Un bac plus 3 ou un bac plus 5, c'est forcément plus facile pour ensuite évoluer. Mais ce qui est assez logique, puisque les gens qui se sont orientés vers des études supérieures, qui ont un bac plus 3, un bac plus 5, c'est quand même, la plupart du temps, je fais une généralité, mais sont souvent des gens qui justement visent des postes à responsabilité et qui vont vouloir évoluer dans l'entreprise. Donc par voie de conséquence, ce sont souvent ces personnes-là qui vont pouvoir évoluer sur des postes de responsable d'agence. Voire même après plus, puisqu'on peut être responsable de secteur, on peut être responsable régional, on peut avoir des postes qui permettent de piloter et de manager plusieurs agences. Donc c'est vrai que dans le secteur de l'intérim, il y a de grosses possibilités d'évolution pour les gens qui sont motivés, qui le souhaitent, qui s'investissent et qui ont envie d'apporter quelque chose à l'entreprise. Ok. Et pour conclure, justement, on va parler d'un sujet un peu plus délicat, la rémunération. Combien une personne qui est responsable d'agence ou de compte peut espérer gagner, on va dire une fourchette de rémunération possible par rapport à ce type de poste-là? Alors honnêtement, je ne vais pas répondre à cette question. Ok. Pour la simple et bonne raison que c'est trop aléatoire. En fait, la rémunération, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'intérim, la rémunération, c'est pas l'aspect le plus attractif du poste. Ce n'est pas le secteur où les rémunérations sont les plus intéressantes. Comparé à des grosses structures qui sont justement très structurées par rapport au salaire et en fonction de l'ancienneté ou du niveau d'études, on a telle ou telle fourchette de salaire. C'est pas forcément le cas dans l'intérim. Ça va dépendre du poste, mais ça va dépendre aussi de l'ancienneté. Dans le métier, ça va dépendre de la taille de l'agence, ça va dépendre des enjeux, enfin ça va dépendre de pas mal de choses. Et en plus, en fonction des enseignes de travail temporaire, les barèmes de rémunération peuvent être très différents. Donc je préfère pas vraiment donner de fourchette par rapport à cela. La plupart du temps, par contre, les responsables d'agence ont un statut cadre. Et le salaire est souvent décomposé en un salaire fixe avec des primes. Pour certaines entreprises, il y a un 13e mois, pour d'autres pas. Mais donc il y a une partie variable qui peut être parfois très intéressante. Et après, d'après mon expérience, d'après ce que je connais, le salaire est relativement facilement négociable année après année. Donc même si on ne commence pas forcément très haut, on peut, enfin, au fur et à mesure qu'on fait ses preuves dans l'entreprise, renégocier ça assez régulièrement. Ok. Alors moi j'ai fait le tour des questions que j'avais à te poser. T'as des choses à rajouter peut-être? Non, je pense qu'on a fait le tour.
À la fois du poste de responsable de compte qui est le mien aujourd'hui, et puis finalement on a beaucoup parlé aussi de l'intérim en général. De l'intérim en général et des différents postes en agence, donc j'espère que ça que ça pourra intéresser les personnes qui nous écoutent. Et justement, un dernier conseil par rapport à ces personnes qui voudraient faire ce type de métier ou rentrer dans ce type de secteur, le conseil que tu pourrais donner, ça serait quoi ? Ce serait, quand on n'a jamais travaillé dans l'intérim, si on veut mettre un pied dedans, le mieux c'est de ne pas viser trop haut, c'est-à-dire c'est de ne pas forcément viser directement à un poste, par exemple à un poste de responsable d'agence, mais c'est de rentrer sur un poste soit plus administratif, soit un poste de recrutement, soit un poste de commercial, parce que la passerelle sera beaucoup plus facile ensuite vers un poste à responsabilité. Parce que c'est quand même c'est un milieu dans lequel il y a besoin de mobiliser beaucoup de connaissances pour être responsable. Et donc forcément, quand on fait partie du secteur de l'intérim, c'est beaucoup plus facile de monter en fait, plutôt que d'arriver directement responsable. Les passerelles se font moins entre les métiers en tout cas. Les passerelles, si, justement, se font bien entre les métiers au sein en des interne, agences, mais pas en interne. un métier externe qui peut-être un petit peu moins, ou en tout cas, c'est moins facile de se sentir à l'aise quand on vient complètement de l'extérieur. Je parle des postes à responsabilité, plutôt que si on vient directement d'une agence. Donc, pour quelqu'un qui aurait fait, je sais pas, qui aurait 23, 24, 25 ans, qui souhaiterait rentrer dans l'intérim, faut pas hésiter à faire ses preuves pendant 1 an et demi, 2 ans, et puis après, vouloir évoluer. Ce sera plus facile dans ce sens. D'accord. Et tout est bon pour moi. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Et voilà, ce premier épisode de 2018 est enfin terminé. Ce fut un véritable plaisir pour moi de reprendre ces interviews. Donc sur 2018, je vais me fixer de faire au moins une bonne dizaine d'interviews de professionnels afin qu'ils puissent vous aider, vous, à trouver le métier qui vous plaît. N'hésitez pas, si vous souhaitez parler de votre métier, si vous souhaitez que je vous interviewe, donc au final, si vous souhaitez passer dans un épisode de Rendez-vous en travail inconnu, n'hésitez pas à me contacter via mon site qui s'appelle www.theletswork.org, sur lequel vous allez trouver un formulaire. Vous m'écrivez un petit message et c'est avec plaisir qu'on rentrera en contact, vous et moi, pour organiser cette interview. Maintenant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt donc sur mes podcasts ou sur YouTube. Au revoir.